Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter en fait une recherche qui porte sur les travailleurs en horaire atypique et les liens avec la fécondité. Alors très rapidement, pourquoi cette recherche? Depuis les années 80, même pas 2000, il y a une diversification, une transformation des temporalités du travail. Vous connaissez toute la question du temps partiel, temps plein, mais il y a aussi la question de la répartition des heures de travail dans le cycle de la journée et dans la semaine. Donc avec une augmentation des horaires décalés, tard le soir, très tôt le matin ou la nuit, et des horaires de week-end, de travail samedi et du dimanche. Donc en moyenne, on a un actif sur 3 dans l'Union européenne qui travaille en horaire décalé de manière régulière. En France, c'est pas anecdotique, c'est 35% des salariés. 35% des salariés en France, c'est dans quelles conditions de travail. Et donc, ça inclut des horaires variés. Historiquement, on s'est beaucoup concentré sur le travail de nuit, le travail à l'usine ou hospitalier, mais il y a tout un panel d'horaires décalés qui se cumulent entre eux, etc. Diversification des horaires de travail, mais aussi une polarisation sociale et de genre de ces horaires de travail. Longtemps, on a pensé que c'était du travail masculin lié à l'usine. Bon, l'ouverture du travail de nuit aux femmes en France, c'est les années 2000. Mais ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les femmes, et en particulier les moins qualifiées, les femmes les peu ou pas qualifiées, sont parmi les plus exposées aux horaires atypiques de travail. Elles sont plus nombreuses proportionnellement que les hommes à faire du travail du dimanche, du travail tôt le matin, le soir, etc. Ce qui pose question, du coup, par rapport à notre sujet, puisqu'elles ont un rôle, comme disait Claudia, assez important à jouer dans la chaîne reproductive. Donc le petit graphique, on s'en fiche, on passe. C'est pour montrer qu'en Europe, on n'est pas, voilà, on est toujours cette position intermédiaire qui a des effets ambivalents sur la part de salariés en horaire atypique. Alors parallèlement, on a ce contexte de baisse de la fécondité en Europe, je ne reviens pas, avec des facteurs positifs de changement liés à l'accès à l'éducation, l'emploi, etc. Mais de plus en plus, il y a toute une littérature en démo-éco, c'est pas mon champ, moi je suis sociologue, qui s'attache à la question de la dégradation des conditions d'emploi et de travail. Ça veut dire l'augmentation des CDD, des contrats d'intérim, les longues heures de travail, le fait de ne pas avoir de maîtrise ou de perspective sur son emploi, comment ça impacte les décisions de fécondité des femmes. Donc moi, je m'inscris pas, enfin, je m'inscris, si vous voulez, dans ces questionnements, mais je rentre par la question des heures, de la qualité et de la répartition des heures de travail dans la semaine. Donc des liens entre horaire atypique et fécondité, et plus largement santé reproductive. Fécondité, c'est un peu l'approche peut-être démo, voire épidémio, on est l'acte reproducteur, mais la santé reproductive, c'est pouvoir avoir un enfant si on le veut et quand on le veut. Et ça inclut la santé maternelle et la santé infantile. Alors, quel lien entre les horaires atypiques de travail et la fécondité? En fait, il y a des effets directs et indirects. Il y a toute une littérature épidémiologique concentrée notamment sur le travail de nuit, les shift workers, night shift, donc c'est les horaires rotatifs qui incluent la nuit, on va penser aux 3, 8, 2, 12, etc., qui montrent des effets directs du travail régulier en horaire décalé sur le cycle hormonal. En fait, on sait que, si vous voulez, quand on travaille en décalé par rapport au cycle de 24 heures, ça impacte, on est décalé par rapport à l'horloge circadienne qui régule les fonctions hormonales du corps, donc ça impacte la fécondité. Notamment, ça impacte chez les femmes le cycle hormonal, par exemple le fait d'avoir des cycles menstruels réguliers. Ça peut aussi impacter chez les hommes, il y a moins d'études, mais il y a des études qui montrent que ça impacte les fonctions érectiles, la qualité du sperme, etc. Donc il y a des études peu nombreuses, mais néanmoins qui montrent en épidémiologie des effets sur ce cycle, avec aussi des risques accrus d'avortement spontané ou d'accouchement prématuré, ou de fausse couche. Et des effets indirects aussi qui m'intéressent tout particulièrement, c'est quand on travaille en horaire atypique, le fait que de plus en plus, ça c'est Laurent Lénard qui a montré ça, les couples, en fait, les emplois du temps au sein des couples sont désynchronisés. Donc la hausse du travail des horaires décalés s'est accompagnée d'une désynchronisation des emplois du temps au sein des couples. Ça veut dire des temps de coprésence au domicile, par exemple, réduits, etc., avec des études qui montrent une altération de la qualité de la relation conjugale, risque accru de séparation, ou des difficultés accrues de conciliation, ce qu'on appelle conciliation famille-travail, c'est le sentiment de pouvoir articuler les rôles sociaux et familiaux, etc. Et puis un recours accru, quand les enfants arrivent, au mode de garde privé, grands-parents notamment, parce que moindre accès aux gardes collectives. Donc, en fait, il y a une littérature assez abondante en sciences sociales, donc plutôt sur les effets indirects, qui montre les difficultés accrues pour les travailleurs en horaire décalé et leurs familles
pour organiser la vie quotidienne et familiale et la gestion de l'arrivée des enfants. Ces travaux, il y a comme une division du travail scientifique. L'épidémio, elle s'intéresse à l'avant-naissance et la fécondité, et puis les sciences sociales, elle regarderait que l'après-naissance et ce qui se passe pour la conciliation, l'articulation famille-travail. Mais en sciences sociales, on peut aussi regarder ce qui se passe sur l'avant-naissance. L'avant-naissance et le vécu de la grossesse, c'est une période très peu étudiée. C'est Elsa Boulet qui a bien travaillé cette question et qui montre, mais en fait, il y a quand même plusieurs dimensions en jeu. Comment se construisent pour ces salariés en horaire atypique la projection dans la parentalité, les aspirations à la parentalité, quand on travaille de nuit, tôt le matin, etc., en fait, à contre-courant des rythmes physiologiques, mais surtout des rythmes socio-ordinaires de l'école, etc. Quelles sont les projections de la parentalité? Quel travail d'ajustement on fait avant même les naissances pour rendre possible, en tout cas dans les projections, et puis concrètement possible, c'est l'arrivée de ces enfants. Et après, on peut travailler aussi sur le travail reproductif, c'est-à-dire tout le travail social qui entoure la grossesse comme événement biologique, mais événement social, la prise en charge des corps, les arrêts, etc., tout ce qui se déroule autour du corps féminin. Alors, je vous présente quelques résultats rapides issus d'un projet de recherche financé par l'ANR qui s'appelle WorkLife, qui portait plus largement sur les modes de vie et les dynamiques familiales des salariés en horaire décalé. Là, je vais me concentrer donc sur la présentation plutôt des entretiens biographiques. Il y a eu 80 entretiens biographiques sur des salariés dans le secteur les plus exposés. Donc santé, c'est hôpital, aide-soignante, infirmière, propreté, transport aérien. Et quelques résultats rapides de début issus des enquêtes conditions de travail du ministère du Travail. Ce que Claudia a rappelé ce matin en introduction, c'est qu'effectivement, quand on a d'abord travaillé sur les données en panel économétrique, on a vu en fait, avec nos données, que travailler de manière régulière en horaire non standard réduisait pour les femmes les chances d'avoir un premier enfant. Mais si on regardait l'arrivée du second enfant, il n'y avait plus d'effet significatif, ça disparaissait. Signe, pour nous en tout cas, dans cette partie travail quantitatif, qu'il y avait des mécanismes pas seulement physiologiques en jeu, mais aussi sociaux, des mécanismes d'ajustement, d'habituation à certains rythmes de vie, etc. Donc on s'est aussi intéressé à comment, du coup, ces salariés, notamment salariés femmes en horaire atypique, elles percevaient cette articulation, l'envie d'enfant et la manière dont elles concevaient leur rôle maternel notamment, et paternel aussi, mais dans ces conditions. Alors ce qu'on voit premièrement, c'est que les horaires atypiques, ce n'est pas des horaires naturalisés, qui sont normaux, qui sont vus comme normaux. C'est des horaires qui posent question dès lors que les salariés envisagent la question des enfants, d'avoir des enfants, etc. Dans tous les milieux sociaux très qualifiés, parce qu'on a des horaires atypiques peu nombreux, mais chez les cadres, c'est plutôt le overwork, là, les horaires débordants du soir, du week-end, etc. Et chez les peu moins qualifiés, dans la santé, le nettoyage, etc. Ça pose question dans tous les milieux sociaux, et pour les hommes et pour les femmes, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose, ça soulève des questionnements et des arbitrages quand on est en horaire atypique et qu'on veut des enfants. Mais les critères de perception de pourquoi ça pose problème et comment résoudre ces problèmes, ils varient selon le genre et le milieu social. Alors, les critères que les femmes mobilisent pour juger de la qualité de ces horaires et de leur adéquation avec l'arrivée des enfants, c'est d'abord, est-ce que j'aurai la disponibilité temporelle nécessaire, suffisante pour mes enfants eu égard aux normes maternelles avec lesquelles elles sont socialisées. Donc, est-ce que j'ai une bonne disponibilité temporelle? Est-ce que ça sera compatible? Les pères aussi se posent cette question, mais pour eux, ce n'est pas les mêmes horaires qui posent problème. Pour les femmes, typiquement, les horaires de travail très tôt le matin ou la nuit, ils ne sont pas vécus comme problématiques, voire ils sont vus comme une stratégie de conciliation à court terme. Et bien en fait, je pourrais faire la double journée, dont on parlera tout à l'heure. Si je suis la nuit au travail, la journée, je suis disponible pour mes enfants. Les pères, ce qui sont plus problématiques pour eux, c'est le travail du week-end. Être absent le week-end au moment de ce moment de rassemblement familial, ça pose plus question au moment de l'arrivée des enfants. Et puis, il y a des critères de perception de la qualité d'horaire de travail qui sont, tout un travail d'ajustement qui se fait en fonction chez les femmes, c'est systématique dans tous les milieux sociaux, stabiliser des modes de garde avant même la naissance, avant même la fécondité et l'arrivée des enfants. Ça veut dire vérifier, comme il n'y a pas très peu de crèches en horaire décalé, d'offres de garde à horaire extensif en France, vérifier avec notamment les grands-parents. Alors là aussi, il y a des grands-parents, il y a lignées maternelles qui sont engagées, ça peut être les belles-mères ou les mères, mais qui vont être mises au travail pour garder les enfants. Donc par exemple, c'est décorréler son horaire de travail. Je suis aide-soignante, ma belle-mère ou ma mère est aide-soignante, on va essayer de demander des plannings inversés pour pouvoir prendre le relais.
Donc c'est anticiper les modes de garde. Ça, c'est strictement féminin dans tous les milieux sociaux. Dans les milieux qualifiés, ça va être plutôt organiser le recrutement de personnel pour garder les enfants. Et puis il y a des critères qui portent sur les sphères professionnelles chez les femmes et chez les hommes. Chez les hommes, systématiquement la question de est-ce que si je dois aménager mes horaires, ça va peser sur ma carrière et mon salaire, parce que les horaires décalés, en particulier la nuit, sont assortis de compensation financière. Chez les femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a cette question, mais toujours secondaire, mais il y a aussi une autre question, c'est si je change mon poste de travail en vue de l'arrivée d'un enfant, ou si je m'absente trop longtemps en vue de l'arrivée d'un enfant, parce que je vais être requalifiée au sol temporairement, alors je vais peser sur l'équipe de travail. Il y a toute l'anticipation du poids que l'absence va faire peser sur l'équipe, les shifts, les équipes de nuit ou les équipes rotatives, quand elles vont être absentes, parce que elles vont être absentes relativement longtemps, le temps de l'arrivée d'un enfant et de cette gestion. Bon, j'ai mis un extrait d'entretien, il est dans le livre, donc peut-être on peut passer, mais c'est pour montrer la hiérarchie de ces critères. C'est pas que les hommes et les femmes ont des critères complètement dichotomiques, c'est plutôt que l'ordre des critères varie beaucoup, et que le travail en horaire décalé renforce ce travail d'anticipation et d'ajustement pour les femmes. Alors, ce qui a été plus surprenant et plus paradoxal, c'est quand vous avez reconstitué en entretien le processus d'arrivée des enfants et le déroulé de la grossesse. Dans tous les entretiens, il y avait des récits de difficultés assez massives dans la conception, des fausses couches, des naissances prématurées, le fait de devoir recourir à de la PMA, mais ne pas pouvoir prendre ces traitements parce qu'on a un horaire décalé ou variable, et donc on n'arrive pas à suivre, etc. Donc il y avait vraiment des récits de grossesse en fait compliquées. Donc c'était dit sur un mode très factuel et en même temps très peu rapporté, très peu questionné du point de vue du contexte de travail, des conditions de travail, de l'environnement. C'était un fait, d'accord ? C'était comme une donnée externalisée et très peu questionné avec les horaires vécus. Et donc je vous prends des exemples parce que ce qui est intéressant, c'est pourquoi en fait dans les conditions de travail, ce qui est perçu comme difficile et qui pourrait avoir un impact sur la grossesse, c'est d'abord d'autres choses. Ça va être le stress au travail, la question du stress, la vision psychologique des relations de travail, aussi parfois matériel, je porte des corps, je suis infirmière ou je suis hôtesse de l'air, je pousse des chariots, un chariot dans l'avion c'est 70 kilos. Hein. Donc ça va être d'abord des perceptions de risques professionnels spécifiques avant même la question des horaires qui est relativement invisibilisée. Et là j'ai mis 2 extraits d'entretien avec des infirmières de nuit. Donc la première elle est en réa, elle raconte qu'elle a fait 2 fausses couches et du coup quand j'ai été arrêtée par la suite, elle dit on m'a arrêté, le médecin m'a arrêté, m'a demandé de m'arrêter, c'est même pas d'elle-même qu'elle... Voilà. Et quand j'ai repris, je pouvais plus faire le nuit, mais ce qui l'intéresse, elle, c'est plus la question des gardes. Parce que mon mari, à l'époque, je pouvais pas compter dessus, il fallait que je change de rythme, etc. Mais il n'y a aucun moment l'idée que la nuit est incompatible avec le rythme physiologique de son corps, le fait de porter un enfant, d'être fatigué, etc. Et voire, au contraire, comme je vous disais dans les entretiens, ça peut être même mobilisé comme une stratégie de conciliation. Donc, au nom de la conciliation à venir, on continue, etc. Une autre collègue infirmière de nuit, pareil, raconte que dans son service, il y a beaucoup de femmes qui perdent des enfants au boulot. Donc c'est très naturalisé, je trouve ça extrêmement violent. Elles ont fait des fausses couches au boulot, bon, peut-être pas forcément dû au travail. Enfin, on ne le saura jamais. Donc il y a comme un peu une omerta sur le rôle. Donc on a parlé des décisions, le fait de vouloir ou pas avoir un enfant, mais aussi du rôle de l'environnement de travail sur ça. Alors j'essaie de creuser avec une hôtesse de l'air, par exemple, dans cet entretien. Elle a fait plusieurs fausses couches. Pour le premier, ça a été une grossesse à risque. Le deuxième enfant, il a mis du temps à arriver. Donc, retard, temps de conception allongé, 3 fausses couches inexpliquées, etc. Et puis, je lui dis, mais tu crois que c'est lié à ton métier ? Alors, elle est hôtesse de l'air sur un long courrier depuis 15 ans. Je me rends compte, j'ai pas eu d'explication, on n'a rien trouvé. Non, j'ai fait des tests, des analyses. On m'a jamais dit que c'était à cause de mon métier. Si j'avais pas pu garder, l'œuf se développait, il était vide. Mais notre métier, c'est vrai qu'on est assez exposé. Mais vous voyez, les expositions professionnelles sont larges. Ça met peut-être un peu de difficulté à tomber enceinte, mais maintenant, moi, est-ce que psychologiquement, j'étais pas déjà au bout de mon couple ? Donc, c'est individualiser, internaliser les difficultés à avoir des enfants au niveau du couple. Après, plus tard, elle me raconte aussi les difficultés avec son conjoint. Et je dis ça parce que je parle de dissonance cognitive, parce que de plus en plus, quand même, dans la littérature épidémiologique, il y a des résultats vraiment avérés sur les risques de fausses couches, de naissance prématurée, donc à la fois sur et sur les temps les temps de procréation allongés, mais
Aussi, il y a des études sur des groupes professionnels spécifiques. Et par exemple, les infirmières et les hôtesses de l'air font partie des groupes professionnels sur lesquels il y a des études de cohorte spécifiques en population qui montrent ça. Le problème, c'est qu'effectivement, du point de vue de l'expérience pratique de ces femmes et des récits, il y a quelque chose qui reste très individualisant, voire culpabilisant, avec un récit plutôt, une difficulté à séparer, mais ça c'est voilà, les différentes dimensions des conditions de travail, ça va être le stress, les charges, etc. Une lecture psychologisante, avec aussi Anne-Marie Arborio et Marie-Hélène Le Chien, elles montrent ça, la diffusion d'une culture psy aujourd'hui dans toutes les catégories sociales qui entourent toutes les difficultés vécues, etc. au travail, fait que les individus, notamment ces femmes et leurs conjoints aussi, vont se rapporter à ce type de lecture-là qu'on peut rapidement s'approprier ou mettre en œuvre. Voilà. Aussi, la difficulté qu'elles ont, c'est que les horaires de travail ils sont évolutifs. En fait, toute la littérature sur les horaires atypiques, généralement, ils sont figés sur un type d'horaire atypique. Mais au cours de la carrière, on enchaîne différents types d'horaires atypiques qui peuvent se cumuler, être rotatifs, évolutifs. Donc il est difficile d'attribuer un effet propre à un type d'horaire spécifique, dire c'est que la nuit qui joue ou c'est que l'horaire décalé du soir, parce qu'en réalité ces horaires varient, en particulier si vous savez les rythmes de travail des hôtesses ou des hôtesses de l'air, le planning est changé tous les mois, tous les 2 mois. Les infirmières à l'hôpital aussi, elles ont des plannings établis sur des trimestres, des semestres, ça dépend des. Donc c'est très difficile en fait de prendre en compte, même du point de vue aussi épidémiologique, de mesurer l'effet propre d'un type d'horaire. Et puis enfin, je voulais souligner l'accès limité à la médecine de prévention, parce que le Code du travail en France, il reconnaît qu'un seul type d'horaire atypique, c'est l'horaire de nuit. C'est le seul qui fait et l'horaire de nuit, c'est très restrictif, hein, c'est travailler entre minuit et 5 heures, au moins 3 heures. Donc si vous êtes dans toutes les configurations proches, mais que vous ne rentrez pas dans cette clause, c'est-à-dire que vous faites du soir, 23h, 2h du matin, ou très tôt le matin, ce qui perturbe aussi le rythme circadien, etc., vous ne rentrez dans aucun dispositif de prévention et de prise en charge. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le travail de nuit diminue, le travail de nuit au sens strict de la loi a tendance plutôt à diminuer, voire se stabiliser, parce que ça coûte cher aux employeurs à cause du système de compensation, mais tous les autres types d'horaires atypiques qui se développent, qui ne sont pas encadrés par la loi, eux, du coup, les salariés, il n'y a pas de compensation financière, mais il n'y a pas de visite, par exemple médicale obligatoire, etc., et de devoir d'information. Les seuls personnels, par exemple, dans l'enquête qu'on a, qui font l'objet d'une visite médicale, c'est les infirmières titulaires à l'hôpital ou les aides-soignantes titulaires. Mais tous les personnels intérimaires, annexes ou qui sont dans des horaires non reconnus par le droit ne font pas l'objet de prise en charge. Au final, donc voilà, ce sur quoi je vais insister, c'est le fait que les horaires atypiques de travail se développent. Et on dit atypiques, en fait, ils ne sont plus du tout atypiques. Un tiers des salariés, alors selon les mesures, vous allez avoir un panel beaucoup plus large de salariés, mais c'est vraiment la norme temporelle du travail fordiste en journée, en semaine, en continu, c'est plus le cas. Et là, on travaille sur les salariés, mais toute la question de l'ubérisation de l'économie, du travail à la demande, change aussi cette donne. Donc se développe, et malgré tout, on manque encore d'études et de données sur cet impact sur la santé reproductive du côté des femmes, mais aussi des hommes, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, effectivement, aussi dans l'industrie et dans d'autres secteurs qui travaillent en horaire décalé. Les données en particulier, on a peu de données de cohorte, d'études longitudinales qui permettent de suivre ces salariés à la fois finement au niveau des horaires de travail et des événements démographiques. Alors, c'est pas pour soutenir la natalité à tout prix, on l'a dit, on est dans des tendances qui sont insoutenables à l'échelle globale, c'est plutôt pour réduire les inégalités à l'œuvre, enfin pour mieux les connaître et mieux les comprendre, ça veut dire à partir du moment où il y a des catégories de salariés qui, par leurs conditions de travail, sont exposés à des difficultés accrues d'accès à la parentalité, alors peut-être ça pose des questions du point de vue des inégalités. Voilà. Merci beaucoup. Merci.